Il y a dans la vie de ce podcast des épisodes d'un genre particulier, qui ne sont pas des analyses, qui ne sont pas des commentaires, qui ne sont pas des voix non plus qui expliquent, mais qui sont plutôt des pauses, qui sont des instants où l'on pose tout ce qu'on tient dans les mains et où l'on regarde, simplement, une chose, un élément, quelque chose du monde ordinaire qu'on traverse sans jamais vraiment le voir. Ces épisodes-là, je les appelle des fragments de contemplation poétique. Ce sont de petites capsules hors du temps, quelques minutes, où je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, et surtout à ralentir, à laisser les mots faire leur chemin en vous, sans chercher à les retenir. Aujourd'hui, c'est une lettre de papier, écrite à la main, adressée à quelqu'un qu'on aime. Je suis heureux de vous accueillir ici, sur La Voix Poétique. Tout commence par une page vide. Elle est là, posée sur la table, dans la lumière d'une fin d'après-midi. Elle est blanche, elle est rectangulaire, d'une banalité absolument parfaite. On pourrait d'ailleurs passer devant sans la voir, comme on passe devant 1000 choses par jour sans les voir. Et pourtant, cette page a déjà quelque chose. Elle a une tension, une forme de disponibilité. Elle attend. Une page vide n'est jamais tout à fait vide. Elle est pleine d'absolument tout ce qui pourrait s'y inscrire et ne s'y inscrira pas. Elle contient toutes les lettres possibles, toutes les phrases qu'on n'écrira jamais, tous les mots qu'on retiendra au dernier moment. Elle est un champ de possible avant que le possible se referme sur un seul chemin. Alors posez la main dessus. Le papier est lisse, il est un peu froid, avec cette légère résistance sous la paume qui vient de sa densité, qui vient de son grain, de la façon dont elle a été fabriquée. Certains papiers sont durs et brillants. Ils repoussent la main. D'autres sont doux. Ils sont presque tissus, ils accueillent. On choisit le papier d'une lettre comme on choisit ses habits pour une rencontre, sans se le dire, mais en sachant. Et puis, il y a le stylo. Il y a une hésitation souvent avant le premier mot. Le stylo tenu au-dessus de la page. Le poignet en suspens, cette immobilité de quelques secondes où quelque chose se décide. Et ce n'est pas de la difficulté, c'est tout à fait autre chose. C'est le moment où l'on comprend sans le formuler qu'écrire à quelqu'un qu'on aime, c'est un acte qui engage. Le premier mot est un nom, le nom de l'autre, tout en haut de la page. Vous savez, un petit peu à gauche. Ce nom qu'on a prononcé des centaines de fois, qu'on connaît par cœur, et qui devient soudain étrange, sous notre plume. Les lettres qui le composent, tracées lentement, une par une, la courbe de la première majuscule, la façon dont l'encre se dépose et brille une seconde avant de sécher. Écrire le nom de quelqu'un, c'est un peu l'appeler dans une pièce vide en quelque sorte. On le regarde, ce nom, une fois écrit, il y a désormais quelqu'un sur notre page. La lettre a un destinataire. Donc ça y est, elle existe. Elle n'est plus un exercice, elle n'est plus une intention flottante. Elle est adressée. Et tout ce qui s'écrira désormais s'écrira par ce nom-là, pour cette personne-là, avec ce visage qu'on a en tête pendant qu'on écrit. Et c'est peut-être la différence essentielle entre une lettre et n'importe quel autre texte. Une lettre a toujours un visage devant elle. Et puis la main qui écrit devient un corps qui parle.
Regardez ce qui se passe vraiment. Le stylo, tenu entre 2 ou 3 doigts, la pression variable selon les mots, le poignet qui glisse sur le papier, l'avant-bras qui se déplace de temps en temps pour accompagner la ligne, c'est du travail. C'est un travail minuscule, ancien même maintenant, appris dans l'enfance à travers des heures d'application maladroite. Et ce travail laisse une trace qui n'appartient qu'à vous. Personne n'écrit comme vous. Votre écriture est aussi singulière que votre voix, votre démarche, la forme de vos mains. Elle porte votre rythme, votre impatience ou votre lenteur, votre façon de serrer les lettres ou de les laisser respirer. Elle change avec les heures, avec la fatigue, avec l'émotion. Une phrase écrite en état de calme n'a pas la même allure qu'une phrase écrite dans l'urgence de quelque chose qui monte. Et cela se voit. Celui qui reçoit une lettre le voit, sans le savoir. Il sent, à travers les boucles, à travers les inclinaisons, quelque chose de votre état pendant que vous écriviez. L'écriture manuscrite, c'est un corps déposé sur du papier. C'est une trace physique. C'est votre empreinte. Quand vous écrivez à quelqu'un que vous aimez, votre main tremble un peu. Presque toujours. Un tremblement à peine visible. En dessous du seuil de la conscience. Mais bel et bien présent dans le trait pourtant. Et ce tremblement, eh bien, il voyagera. Il arrivera là-bas, dans une autre ville, dans d'autres mains, sur un lieu de vacances. Et il dira ce que les mots ne diront pas. Vous savez ce qui est étrange ? On écrit rarement des choses importantes. On écrit le temps qu'il fait, ce qu'on a mangé, le chat qui s'est installé sur le rebord de la fenêtre, la conversation avec le voisin, cette lumière particulière sur les toits ce matin. On écrit des riens. Et pourtant, ces riens sont le langage même de l'amour. Dire à quelqu'un ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est lui dire quelque part qu'on aurait voulu qu'il soit là pour le voir aussi, avec nous. Décrire une lumière, c'est offrir cette lumière. Raconter un détail minuscule de sa journée, c'est ouvrir la porte de sa vie et dire « Entrez. Voilà où je me trouve, où je suis. Voilà comment se passent mes heures quand vous n'êtes pas là. » Une lettre d'amour ou d'amitié ne parle presque jamais d'amour ou d'amitié. Elle parle du monde, et l'amour est ce qui l'a fait exister. Il y a bien sûr les phrases plus directes, celles qu'on écrit vers la fin, quand la main est chaude et que la page a déjà accueilli assez de choses pour porter le poids d'une confidence. Ces phrases-là arrivent presque toujours par surprise. Et on ne les avait pas prévues. On était en train d'écrire quelque chose d'absolument anodin. Et puis, la phrase est venue. Et une fois écrite, on ne peut plus la reprendre. C'est le grand secret du papier, ça. Ce qui est écrit reste écrit. Alors, on peut raturer, oui, bien sûr. On peut parer un mot, on peut le recouvrir avec du Tipex. On peut écrire même par-dessus, c'est pas très joli, mais on peut le faire. En tout cas, la rature restera visible à l'autre. Elle demeure sur la page. Comme une sorte de cicatrice minuscule. Un trait noir sur quelque chose qui a été et qu'on a voulu effacer. Et celui qui reçoit la lettre voit la rature. Il voit qu'à cet endroit précis, eh bien, vous avez hésité. Vous avez écrit un mot, puis vous l'avez retiré.
puis vous en avez choisi un autre. Il ne saura jamais quel était le premier mot si vous avez bien dissimulé la chose. Mais il saura qu'il y en a eu un. Il y a une forme d'intimité dans la rature, parce qu'elle montre la fabrication. Elle laisse voir la main au travail, le doute, la recherche. Une lettre raturée est bien plus vraie qu'une lettre parfaite parce qu'elle a gardé la trace de son propre devenir. Parfois, on recommence la lettre entière. On froisse la page, on la met de côté et on reprend une feuille neuve. Et cette feuille froissée dans la corbeille ou sur le coin de la table contient une version de ce qu'on voulait dire, qui n'arrivera jamais. Une lettre morte à sa naissance. Et il y en a des milliers dans le monde, à chaque instant. Et j'espère encore pour longtemps. Et puis, l'encre sèche. Alors, il faut attendre. Une lettre écrite à l'encre demande qu'on la laisse reposer. Quelques secondes, parfois un peu plus si le papier est vraiment épais. Si on plie trop vite, l'encre bave. Les lettres se doublent. La page se marque. Alors, on attend. On regarde sécher. Ce temps d'attente est peut-être le plus beau moment de toute notre affaire. La lettre est écrite, elle est là, elle est complète, elle est devant vous. Vous pouvez la relire une dernière fois, ou pas. Vous pouvez rester simplement à regarder cette page couverte de vos signes, cette chose que vous venez de fabriquer avec vos mains et votre attention, et une partie de vous-même. Il y a une fierté modeste dans ce moment, le sentiment discret d'avoir fait quelque chose, et pas quelque chose de grand, non plus une œuvre, puisqu'on parle d'une lettre. Une petite chose de papier destinée à traverser l'espace jusqu'à une personne précise. L'encre brille, puis elle ternit un petit peu, puis elle est sèche. Le noir devient définitif. Ça y est, les mots ont pris. Et vient le moment du pli. Voici le geste. On prend la feuille par le bas, on la remonte, on la pose contre elle-même, et on passe le pouce et l'index le long de l'arête pour bien marquer la pliure. Il y a un son, à ce moment-là, minuscule qui accompagne ce geste. Une sorte de froissement, bref, précis, qui ressemble un peu à un souffle. Et puis, il y a le second pli. La page devient un tiers d'elle-même. Ce qui était ouvert et lisible se referme tout à coup. Les mots disparaissent complètement contre les mots. Ce que vous avez écrit se cache maintenant à l'intérieur d'un objet qui est compact, épais, de 3 épaisseurs, et qui tient dans la paume. Le pli, c'est à la fois un acte de confiance et à la fois un acte de pudeur. De confiance parce que, en pliant la lettre, eh bien vous acceptez que tout à coup elle vous échappe. Parce que vous ne la relirez certainement plus. Vous ne pourrez plus rien corriger. Elle est ce qu'elle est, avec ses maladresses et ses élans. Et elle va partir. De la pudeur parce que ce que vous avez écrit ne regarde qu'une personne. Et le pli protège ça. Il soustrait au regard du monde ce qui a été dit pour une seule personne. Toutes les mains qui vont toucher cette lettre pendant son voyage ne toucheront que du papier fermé. Alors parlons de l'enveloppe, parce qu'elle vous attend sur la table. Elle est blanche, elle aussi, avec sa forme un peu bête, à bien d'y regarder.
Elle a 2 triangles rabattus, sa poche est vide. Et la lettre entre dedans, avec un léger frottement de papier contre le papier. Elle se loge, elle s'installe. Elle occupe exactement l'espace qui lui était destiné. Et la voilà disparue. Elle est devenue invisible. Il n'y a plus qu'un rectangle de papier fermé sur un mystère. Alors on humecte le rabat. Ce geste est absolument étrange quand on y pense. Il est même un peu animal, il est un petit peu comique, parce qu'on y pose la langue, on scelle avec sa propre salive. On ferme la lettre avec son corps. C'est touchant, dans cette maladresse un petit peu ancienne, dans le fait que la technologie du courrier repose encore, pour ce dernier geste, sur un peu d'humidité venue de nous. Puis on écrit le nom sur le devant et l'adresse. Écrire une adresse, il y a une forme d'acte de géographie amoureuse. Vous inscrivez sur ce papier le nom d'une rue que vous ne connaissez peut-être pas, d'une ville où vous êtes peut-être allé, d'un pays qui n'est peut-être pas le vôtre. Vous dessinez en quelques lignes le chemin qui vous sépare. La distance devient lisible. Elle prend la forme d'un numéro, d'un code postal, d'un nom de commune. Et cette adresse contient une maison. Et cette maison contient une pièce. Et dans cette pièce, un jour prochain, quelqu'un ouvrira ce que vous tenez en ce moment dans vos mains. Quand j'étais enfant, je collectionnais les timbres. J'aimerais beaucoup m'y remettre d'ailleurs. Regardez, c'est un petit rectangle dentelé avec une image dessus. On le colle dans le coin, en haut à droite généralement, et il faut appuyer un peu avec le pouce pour que ça tienne. Ce geste minuscule est le dernier que vous accomplissez sur cette lettre. Parce qu'après, elle ne vous appartient plus. Un timbre, je trouve ça admirable. C'est un petit carré de papier qui vaut un voyage. Il dit à tout un système, à plein de gens que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas, qu'il faut prendre cet objet et le porter jusqu'à un point précis du monde. Vous payez un prix modeste et en échange, il y a une chaîne humaine qui se met en mouvement pour transporter vos mots. Personne dans cette chaîne ne saura ce que l'ensemble contient. Personne ne saura que cette enveloppe-là est différente des autres, qu'elle porte quelque chose qui a été écrit lentement, avec un cœur qui battait un peu plus fort que d'habitude. Pour eux, ce sera du courrier, un objet parmi des millions. Et c'est très bien ainsi. Et il y a même une élégance dans cet anonymat. Le monde transporte l'amour sans le savoir, tous les jours, dans des sacs de toile. Et vient le moment de la boîte aux lettres. Alors il faut sortir. Marcher un peu peut-être. Trouver la boîte souvent jaune ou peut-être bleue ou rouge selon le pays, qui se trouve peut-être au coin de la rue, qui va se trouver contre un mur dans son immobilité patiente. On tient la lettre, on la garde peut-être un peu plus longtemps que nécessaire dans la main, on approche de la fente, et là, souvent, il y a une petite hésitation, 1 seconde ou 2. Ce moment où l'on tient encore, où l'on pourrait faire demi-tour, rentrer, rouvrir l'enveloppe, changer une phrase, ce moment où la lettre nous appartient encore. Et puis finalement, on la lâche. Le bruit qu'elle fait en tombant à l'intérieur est un des sons les plus simples
et les plus définitifs du monde. Un froissement léger, une chute de quelques centimètres, et c'est fini. Elle est partie. Elle ne vous est plus accessible. Elle est passée de l'autre côté d'une frontière que rien ne permet de repasser. Quelque part, dans le noir de cette boîte de métal, votre lettre est posée sur d'autres lettres, entre des factures et des cartes postales et des documents administratifs totalement indifférenciés, égales à tout le reste. Alors parfois, on peut rester là un instant, la main encore levée à regarder la fente refermée, puis on rentre. J'ai envie de vous parler maintenant de son voyage. Voici ce que personne ne voit et qui a pourtant lieu. Votre lettre est dans le noir et elle va y rester longtemps. Quelqu'un viendra ouvrir la boîte, la videra dans un sac, chargera le sac dans une camionnette. La camionnette roulera dans des rues que vous connaissez, passera devant des immeubles, s'arrêtera à des feux rouges. Votre lettre traversera votre ville sans que vous le sachiez au moment où elle le traversera. À quelques mètres de vous, peut-être elle passera pendant que vous marchez ou que vous mangez ou que vous pensez à tout à fait autre chose. Et puis elle arrivera dans un centre de tri, avec des machines, des tapis roulants, des mains gantées. Votre lettre parmi des dizaines de milliers d'autres, chacune contenant quelque chose, chacune allant quelque part, un immense flux de papier plié qui circule dans la nuit. Parce que c'est souvent la nuit que le courrier voyage. Pendant que vous dormez, votre lettre roule sur une autoroute. Elle traverse des campagnes noires, des ponts au-dessus de rivières invisibles, des villages endormis dont vous ne saurez jamais le nom. Elle passe sous des ciels étoilés qu'elle ne voit pas. Elle est le seul objet de ce camion qui contient exactement ce que vous pensez un après-midi de la semaine dernière dans votre cuisine avec cette lumière-là sur la table. Et même peut-être qu'elle prend l'avion. Peut-être qu'elle vole à 10 000 mètres au-dessus d'une mer, dans le froid de la soute, avec les mots que vous avez tracés à la main immobile dans leur enveloppe. Elle avance, sans vous, vers l'autre. Et vous, pendant ce temps, eh bien, vous vivez. Vous faites vos petites choses habituelles. Vous travaillez, vous mangez, vous dormez. Mais quelque chose a changé. Il y a maintenant quelque part dans le monde un objet qui vous représente et qui est en train d'arriver quelque part. Cette conscience-là, je la trouve très douce. Et elle me provoque aussi à la fois une légère inquiétude. On passe à la lettre à des moments imprévus. En attendant le bus, en regardant par la fenêtre, on se demande où elle est. On se demande si les phrases même étaient justes. Et on regrette peut-être une formule. On se souvient d'une chose qu'on aurait voulu ajouter et qui viendra dans la prochaine lettre, s'il y a une prochaine lettre. Et l'attente à ce moment-là est une forme de présence. Attendre quelqu'un, c'est déjà être avec lui d'une certaine façon. Le temps de l'attente n'est absolument pas du temps perdu. C'est du temps habité parce qu'il n'est pas encore là. Et nous avons perdu beaucoup de cette attente. Beaucoup trop même. C'est le moment de le reprendre. Aujourd'hui, les mots arrivent avant qu'on ait fini de les penser. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans et quelque chose qui manque absolument aussi. Ce qui manque, c'est l'espace. C'est l'espace entre l'écriture et la lecture. Cet intervalle où la lettre existe seule. Ni chez vous, ni chez l'autre. Elle est en transit, dans un entre-deux
qui, à ce moment-là, lui appartient. Une lettre a une vie propre pendant son voyage, alors qu'un message n'en a pas. Et un matin, dans une autre maison, quelqu'un ouvre sa boîte aux lettres. Alors il a ce geste habituel avec sa petite clé. Il y a le grincement du métal à l'ouverture, il y a le regard rapide sur ce qui est tombé pendant la nuit ou la matinée, des enveloppes à fenêtre, des prospectus, des choses sans importance. Et puis il y a une enveloppe manuscrite. Cela s'arrête là. Quelque chose s'arrête dans la personne qui reçoit. Parce qu'une écriture à la main sur une enveloppe, aujourd'hui, est devenue tellement rare, au point d'être devenue un signal. On sait immédiatement que ce n'est pas administratif, on sait que c'est quelqu'un. Et si c'est votre écriture, la personne la reconnaît, avant même de lire le nom de l'expéditeur. Avant tout, elle reconnaît la façon dont vous formez les lettres, l'inclinaison, la taille. En une fraction de seconde, elle devine que c'est vous. Et il y a dans cette reconnaissance une émotion qui est tout à fait belle et particulière. Vous êtes là, soudain dans ses mains, alors qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Vous avez traversé la distance et vous êtes arrivé jusqu'à sa porte. Un matin ordinaire entre deux publicités pour un supermarché. Alors elle ne l'ouvre pas tout de suite. Presque jamais. Et voilà encore une chose étrange et vraie. Celui qui reçoit une lettre attendue ne l'ouvre pas dans l'entrée, debout, à la va-vite. Il a la garde. Il la monte avec elle. Il finit ce qu'il était en train de faire. Et il attend d'être assis au calme, dans la bonne lumière, avec un peu de temps devant lui. Parce qu'ouvrir une lettre est un moment et que les moments demandent toujours des conditions. Il y a un plaisir dans ce regard volontaire, un plaisir presque enfantin, parce que la lettre est là, sur la table fermée, et elle contient tout ce que vous avez écrit, mais elle ne le dit pas encore. Pendant quelques minutes, absolument tout est possible. La lettre est encore intacte, elle est entière, elle est absolument pleine. Et puis cette personne l'ouvre. Son doigt glisse sous le rabat, le papier se déchire un peu, de manière irrégulière, avec ce bruit sec et tout à fait satisfaisant. L'enveloppe s'ouvre comme une petite bouche et il en sort le rectangle plié et il le déplie. C'est le moment inverse de celui que vous avez fait. Vous avez fermé et lui il ouvre. Vous avez caché et il découvre. Le geste que vous avez accompli il y a 4 jours dans votre cuisine se défait maintenant dans une autre pièce, à des centaines de kilomètres, entre d'autres doigts. Il y a une chose que ce moment contient et qu'absolument aucune technologie n'a jamais reproduite et ne reproduira probablement jamais. Cette feuille que la personne aimée tient maintenant entre ses mains, vous l'avez vous-même tenue. Elle a été sur votre table. Votre paume a reposé dessus pendant que vous écriviez. Ce papier a touché votre peau. Une lettre, c'est un objet qui a été dans 2 vies à la fois. C'est la seule forme de correspondance qui possède cette qualité. Le même objet physique a été chez vous et est maintenant chez l'autre. Il a traversé, il porte invisiblement un peu de votre maison, un peu de votre air, peut-être un peu de votre odeur, si le papier est resté longtemps chez vous avant de partir. Il y a du réel dans une lettre. Il y a de la matière partagée. Voilà pourquoi on renifle parfois une lettre sans oser se l'avouer. Il la lit vite la première fois.
C'est souvent comme ça. La première lecture est une course, en quelque sorte. Parce qu'on veut savoir, on veut arriver au bout. S'assurer que tout va bien, vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, saisir le ton général de votre lettre. On lit avec les yeux qui devancent la main. Puis on revient au début et on lit vraiment. La deuxième lecture est un peu plus lente. On s'arrête sur des phrases. On remarque cette formulation-là, celle qu'on n'avait pas vue la première fois. On voit la rature. On voit l'endroit où l'écriture devient plus serrée parce que la page allait manquer. On voit le mot souligné 2 fois. On voit ce petit dessin dans la marge, si vous en avez fait un. Et on entend une voix. Et c'est peut-être le plus beau. En lisant une lettre manuscrite, on entend la personne. Pas métaphoriquement, hein. On l'entend vraiment. Le cerveau reconstitue une voix à partir de l'écriture, du choix des mots, du rythme des phrases. Celui qui vous lit vous entend parler. Vous êtes dans la pièce avec lui, d'une certaine manière, pendant les quelques minutes que dure cette lecture. Alors, une lettre, c'est comme une visite. Et après la lecture, la lettre restera sur la table. Elle ne retourne pas dans son enveloppe tout de suite. Elle reste là, ouverte, dépliée. Pendant des heures même, parfois. On passe devant, on la voit. On la relit, peut-être en passant, une ligne ou deux, comme on jette un œil à quelqu'un qu'on aime en traversant une pièce. Puis elle est rangée. Dans un tiroir, dans un livre entre 2 pages, dans une boîte avec d'autres lettres. Il y a dans presque toutes les maisons du monde une boîte de ce genre, quelque part, oubliée, sur une étagère, haute ou au fond d'un placard. Une boîte à chaussures, une boîte en fer, un carton rempli de papier plié que quelqu'un a écrit à quelqu'un. Ces boîtes sont les endroits les plus chargés des maisons. Elles contiennent des mots qui ne circulent absolument plus, des phrases dites il y a 20 ans, 30 ans, qui sont encore là, intactes, dans le noir. Et personne ne les lit. Mais elles attendent. Et de temps en temps, un jour où l'on range, eh bien, on retombe dessus. On ouvre la boîte, on prend une lettre au hasard, et là, le temps s'effondre. C'est une expérience qui est très difficile à décrire. L'écriture est la même. Elle est absolument la même. Il y a ces boucles, cette inclinaison, cette manière de barrer les T. Rien n'a bougé. Le papier a jauni peut-être un peu, l'encre a peut-être un petit peu pâli, mais les mots sont exactement ceux qui ont été écrits. Par contre, vous avez changé. Vous lisez une lettre écrite par quelqu'un que vous étiez ou reçue par quelqu'un que vous étiez. Et l'écart entre cette personne et vous est absolument vertigineux. Vous reconnaissez tout et vous ne reconnaissez rien. Vous savez que c'était vous. Vous ne comprenez plus tout à fait cette personne-là, avec ses préoccupations, la façon dont elle disait les choses. Une vieille lettre, c'est un peu une capsule. C'est un fragment de temps arrêté, conservé, parfaitement préservé. Le papier ne vieillit pas comme nous. Il jaunit et il devient fragile. Mais il ne change pas d'avis. Il ne réinterprète pas. Et il dit toujours ce qu'il a dit. Et il y a une fidélité dans le papier qui n'existe nulle part ailleurs. Les lettres qu'on trouve après, il arrive un moment dans presque toutes les vies où l'on doit vider la maison de quelqu'un qui est parti. Alors on ouvre les tiroirs, on trie, on jette beaucoup de choses, et à un moment, presque toujours, on trouve les lettres. Des lettres reçues par cette personne. Des lettres qu'elle a gardées pendant des décennies. Des écritures inconnues, des noms qu'on n'a jamais entendus, des adresses de villes où l'on ne savait pas qu'elle avait vécu. Toute une vie de relations, d'affection, d'amitié, de tendresse que l'on découvre soudain dans un simple carton. Alors on s'assoit par terre.
et on lit. Et l'on découvre quelqu'un qu'on ne connaissait peut-être pas tant que ça. Une personne qui a été jeune, qui a aimé, qui a eu des projets, qui a écrit des phrases dont on ne l'aurait pas cru capable. On découvre que cette personne qu'on croyait connaître avait des continents entiers que l'on n'a jamais visités. Les lettres survivent au corps, vous savez, et c'est même leur nature. Elles étaient faites pour traverser l'espace, et il se trouve qu'elles traversent aussi le temps. Elles arrivent des années après leur envoi à des destinataires qui n'étaient pas prévus. Et elles disent encore ce qu'elles avaient à dire. Une lettre est une chose qui continue. Et il y a les lettres qu'on n'envoie pas, parce qu'elles existent aussi, celles-là. Celles qu'on écrit pour soi en sachant dès le début qu'elles ne partiront pas. Celles qu'on écrit à quelqu'un qui n'est plus là. Celles qu'on écrit à quelqu'un qui ne veut plus entendre. Celles qu'on écrit dans un état de colère ou de chagrin même, à 3 heures du matin et qu'on relit le lendemain avec effroi. Ces lettres-là, elles ont une fonction pourtant. Écrire à quelqu'un, même sans envoyer, c'est se mettre en présence de cette personne. C'est disposer son esprit d'une certaine façon. Les mots qu'on choisit ne sont absolument pas les mêmes quand on parle à quelqu'un que quand on parle à la personne. La lettre non envoyée organise ce qu'on ressent. Elle donne une forme à une chose qui est informe. Beaucoup de gens écrivent des lettres aux morts. Cela peut sembler absolument absurde, mais ça ne l'est absolument pas. C'est une manière de continuer une conversation qui a été interrompue, de dire ce qu'on n'a pas eu le temps de dire peut-être, et de garder vivant quelque chose du dialogue. Ces lettres finissent dans des tiroirs, elles aussi. On peut être brûlées ou déchirées. Il n'y a pas de règle en la matière. Et il y a des lettres qui n'arrivent jamais. Elles disparaissent quelque part, dans l'autre système évoqué tout à l'heure. Une adresse qui a été mal lue, un sac qui a été égaré, un accident, une négligence, elles sont là quelque part où elles ne sont plus là d'ailleurs du tout, et personne ne le sait. L'expéditeur attend une réponse qui ne viendra pas. Il en tire des conclusions, il pense que l'autre n'a pas voulu répondre, ou qu'il a été blessé, ou qu'il ne tient plus assez. Il ne saura peut-être jamais que sa lettre n'est jamais arrivée. Et combien de brouilles sont nées ainsi ? Combien de silences ont été des malentendus de papier ? Combien de personnes se sont éloignées les unes des autres parce qu'une enveloppe s'est perdue dans un tri, un jour, dans un hangar quelque part ? Il y a dans les services postaux du monde entier des lieux où l'on entrepose les courriers qui n'ont pas été livrés, des rayonnages entiers de lettres orphelines, des mots écrits pour quelqu'un et qui n'atteindront finalement jamais personne. Et il y a, je trouve, quelque chose de très doux et de très triste dans ces endroits-là. C'est une sorte de bibliothèque de l'amour non parvenu. Il faut remonter un petit peu maintenant. Il faut prendre un peu de hauteur. L'idée d'envoyer des mots à quelqu'un qui est loin est extraordinairement ancienne. Et je dirais même bien plus ancienne que la poste et bien plus ancienne que le papier lui-même. Il y a des tablettes d'argile mouillée dans lesquelles on pressait des signes avec un roseau taillé, puis qu'on laissait durcir au soleil. C'était des sortes de messages en terre cuite. On les enveloppait parfois dans une seconde couche d'argile pour que personne ne puisse les lire en chemin, et le destinataire devait casser l'enveloppe pour accéder au message. La première enveloppe du monde était en terre, oui, et il fallait la briser. Il y a eu des rouleaux de papyrus ficelés, cachetés de cire, il y a eu des messagers, des hommes qui marchaient ou couraient ou chevauchaient pendant des jours avec un pli dans la poche, des gens dont le métier était de porter les mots des autres à travers des paysages dangereux. Ils traversaient des forêts, ils traversaient des cols, des rivières en crue, avec dans leur sacoche des phrases qu'ils ne pouvaient pas lire.
Il y a eu des bateaux qui mettaient 6 mois à traverser un océan avec des sacs de courrier dans leur cale. Des familles séparées par des continents qui s'écrivaient en sachant que la réponse arriverait peut-être 1 an plus tard. On écrivait à quelqu'un dont on ignorait s'il était encore vivant. Vous imaginez ce que c'est aujourd'hui ? Écrire une lettre pleine de nouvelles à quelqu'un qui, quand il la lira, aura vécu 1 an de plus ? Écrire à un homme du passé, à une femme du passé, en sachant qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'existe déjà plus tout à fait ? Toutes les lettres sont des lettres au passé et au futur en même temps. Et puis il y a eu les lettres des guerres. Elles ne sont pas si lointaines, parce qu'il y a eu des époques où les lettres étaient tout ce qui restait. Il y avait des hommes dans des tranchées ou des camps ou des bateaux et qui écrivaient sur ce qu'ils trouvaient avec ce qu'ils avaient. Des morceaux de papier arrachés à des emballages, des crayons partagés, des lettres écrites à plat ventre, dans la boue, contre un genou, sur le dos d'un camarade, et des femmes, et des enfants, et des parents qui attendaient à la maison, qui guettaient le facteur, qui savaient que ce jour-là, une lettre pouvait dire qu'il était vivant ou qu'un autre pli officiel, celui-là, pouvait tout à fait dire le contraire. Une lettre pouvait être la seule preuve d'existence de quelqu'un. Il y a des lettres écrites pendant ces périodes qui sont arrivées après la mort de celui qui les avait écrites. Le papier a voyagé plus lentement que la nouvelle. Alors, on recevait un matin une lettre pleine de vie, pleine de projets, pleine de tendresse d'un homme qu'on savait mort depuis peut-être 1 semaine. Il n'y a rien à dire sur cela, il faut simplement le laisser être ce que c'est. Le papier ne sait pas que celui qui l'a écrit n'est plus. Il continue, lui, de porter ses mots avec la même fidélité aveugle. Et c'est peut-être malgré tout une forme de grâce. Vous savez ce que la lenteur donne ? Revenons à quelque chose d'un peu plus doux. Une lettre met du temps. C'est sa lenteur qui la rend précieuse. Quand on sait que ce qu'on écrit mettra plusieurs jours à arriver, on n'écrit pas de la même manière. On ne peut pas répondre à l'humeur du moment, puisque justement l'humeur aura changé quand la lettre arrivera. On écrit quelque chose de plus large encore, et de plus durable surtout. On parle de ce qui tient, on donne à ces phrases une portée un peu plus longue. La lenteur oblige à la profondeur. Elle oblige aussi à la confiance. Écrire une lettre, c'est accepter de ne pas savoir tout de suite comment elle sera reçue. C'est lancer quelque chose et c'est attendre. Il faut être solide pour cela. Il faut avoir une capacité à supporter le vide entre l'envoi et la réponse. Et nous avons appris à ne plus supporter ce vide. Parce que nous voulons la réponse maintenant. Et si elle tarde, eh bien tout d'un coup nous sommes inquiets. Alors nous avons gagné en rapidité, c'est certain. Et nous avons perdu ce muscle-là. Le muscle de l'attente confiante. Une lettre le réveille aujourd'hui toujours un peu. Il faut le dire simplement. Écrire une lettre demande du temps, et le temps est ce que nous avons de plus rare aujourd'hui. Et c'est cela le vrai contenu d'une lettre. C'est pas les mots, mais c'est le temps en fait. Quand quelqu'un vous écrit une lettre à la main, il vous donne 1 heure de sa vie. 1 heure qu'il aurait pu passer autrement à faire 1000 choses plus urgentes. Il s'est assis, il a cherché du papier, il a réfléchi, il a écrit lentement, parce que la main va lentement, par nature. Il a plié, il a mis un timbre, et il est sorti pour poster. Et c'est le geste qui parle, autant que le texte. Et celui qui reçoit ça, eh bien, il le sait, même s'il ne le formule pas.
Il tient dans les mains la preuve matérielle qu'il a occupé une heure entière de la pensée de quelqu'un, dans un monde où l'attention est constamment fragmentée. Cette preuve est devenue presque bouleversante. Une lettre dit avant même son premier mot « J'ai pris du temps pour toi ». Alors reprenons un petit peu de hauteur, mais cette fois-ci, ça sera la dernière fois. Parce qu'il y a en ce moment même, sur cette planète, des millions de lettres en mouvement. Il y a des sacs dans des soutes, il y a des piles dans des centres de tri éclairés au néon en pleine nuit, il y a des enveloppes qui glissent sur des tapis roulants, il y a des camionnettes qui roulent sur des routes de campagne, il y a des facteurs à vélo, à pied, en voiture qui distribuent dans des villages et des tours et des hameaux peut-être. Tout un système immense et à la fois discret dont la fonction unique est de transporter ce que des humains ont voulu dire à d'autres humains. Et parmi ces millions d'objets, certains contiennent des choses absolument banales, comme des factures, des relevés ou encore des documents. Et certains contiennent autre chose. Certains contiennent une déclaration, une réconciliation, une nouvelle qui va changer une vie, un pardon demandé après 20 ans, un aveu qu'on n'a pas su faire de vive voix. Ces lettres-là, elles roulent dans la nuit avec toutes les autres sans que rien ne les distingue réellement. Et c'est peut-être l'image la plus juste de ce qu'est le monde. Une immense circulation de choses ordinaires parmi lesquelles voyagent invisibles, totalement indistinguables, des choses absolument immenses. Il y a certainement une lettre quelque part qui vous attend. Elle est peut-être pas encore écrite. Et elle s'écrira peut-être même jamais. Mais il y a une personne quelque part qui a pensé à vous cette semaine, qui s'est dit qu'elle devait vous écrire, qu'il faudrait prendre ce temps, et qu'elle le fera bientôt, et qui ne l'a pas fait, parce que la vie est ainsi aujourd'hui, parce que les jours passent, parce qu'on remet toujours à plus tard. Et vous aussi, vous avez cette personne, celle à qui vous voulez écrire depuis longtemps. Elle est là, dans un coin de votre esprit, avec son visage et son nom. Vous savez déjà plus ou moins ce que vous lui diriez, si vous en aviez l'occasion. Vous savez que ce serait même bien, que cela lui ferait quelque chose, qu'elle garderait la lettre. Il faudrait une feuille, un stylo et une heure. Revenons maintenant. Du monde entier à la maison, de la maison à la pièce, de la pièce à notre table. Et il y a une feuille blanche posée devant vous, dans la lumière de fin d'après-midi. Elle attend depuis le début de cet épisode. Elle est toujours vide. Le papier est lisse et un peu froid sous la paume. Et vous savez à qui vous voulez écrire. Il suffit juste de commencer par son nom. Cet épisode est maintenant terminé. Je voudrais juste prendre encore quelques instants de votre temps pour remercier toutes ces personnes, tous ces auditeurs et lecteurs qui m'écrivent par courrier. Il y a quelques mois, peut-être une année bientôt, dans la rubrique contact du site voixpoétique.com, j'y ai glissé mon adresse. Et j'ai proposé à mes lecteurs et mes auditeurs de m'écrire des courriers plutôt que m'envoyer des mails. Et cette idée a prise. Elle a plu à certains d'entre vous. Et à la fin de cet épisode et à la vue de son contenu, eh bien, je veux leur dédier cet épisode. Et je veux les remercier pour toutes ces heures qui m'ont fait passer tant à les lire, à les comprendre, à rentrer un peu dans leur monde, qu'à ces heures que j'ai passées à leur écrire. Ils me sont absolument, vous m'êtes absolument tous inconnus.
Mais quel bonheur de rentrer dans l'inconnu de vos vies. Avec ce papier blanc, cette enveloppe, ce timbre et mon stylo plume. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.